Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire dédié aux parties prenantes, une des briques essentielles pour lancer et structurer une démarche RSE en entreprise. Je vais donner la parole dans un instant à nos deux expertes partenaires et je vais tout d'abord vous toucher un mot rapide de Fertilidé. Fertilidé est une société coopérative basée en région nantaise. Je suis Mathieu Maréchal, l'un des cofondateurs, et notre raison d'être est d'agir pour la transition de notre système alimentaire, d'une part, et d'autre part, pour la transition écologique des entreprises. Cela passe par la transition de nos modèles économiques et avec un levier très important, la RSE. Fertilidé peut accompagner les entreprises dans leur transition et dans leur projet RSE. Et ce webinaire gratuit s'inscrit dans cette démarche. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous aider à décrypter vos parties prenantes avec l'accompagnement de nos deux expertes partenaires, France Souquès et Caroline Resmond. Donc, j'ai le plaisir de vous donner la parole, mesdames. À vous de jouer. Tu veux commencer, France ? Allez. Alors, bonjour, je suis France Souquès et j'ai travaillé pendant 20 ans dans le privé, l'univers des partenariats de marque, dans les médias, la musique, et j'ai poursuivi dans le mécénat environnemental où j'ai rencontré Caroline. Après, j'ai compris que les entreprises avaient vraiment besoin d'être accompagnées dans leur démarche RSE et je me suis associée au cabinet C'est Durable, spécialisé en stratégie RSE. À toi. Bonjour, donc moi je suis Caroline Resmond. Moi j'ai un parcours un petit peu atypique parce que je viens du marché de l'art au départ, marché de l'art qui m'a amené au mécénat culturel et du mécénat culturel au mécénat environnemental où j'ai rencontré France. Et moi en fait j'ai eu envie d'élargir, ne pas faire que de la sensibilisation ciblée environnementale, mais d'élargir vraiment la vision au social et au sociétal. Et donc, je me suis formée à la RSE et moi, j'ai ouvert mon agence en début d'année et je suis basée à Rennes. Et ma société, donc 326 ppm, est hébergée par une SCOP. Voilà. Parfait, merci. Et Mathieu Maréchal, je me suis déjà rapidement présenté de la coopérative Fertilidé. Alors, je vous laisse poursuivre, mesdames. Oui, alors du coup, ceux qui sont présents, est-ce que vous pourriez juste vous présenter rapidement dans le chat, juste nous dire le nom de votre entreprise si vous le souhaitez, mais surtout votre fonction et ce que vous attendez de ce webinaire. Et puis, on va commencer tout de suite après. Voilà, et tout au long du webinaire, donc, il y a le petit onglet discussion, là, qui est un chat qui permet de vous exprimer justement pour poser vos questions et vous présenter. Et donc, 3 questions seront sélectionnées ou abordées lors d'un temps d'échange suite à votre présentation, France et Caroline. Donc, je vais commencer par le développement durable. Un petit rappel sur le développement durable. Donc, le développement durable est né dans cet élan de prise de conscience collective sur l'importance de protéger et préserver notre environnement et bien sûr notre planète. Le développement durable, dans le contexte de l'entreprise, c'est intégrer le durable à tous les étages, le social, l'économique, l'environnemental, le sociétal évidemment. Donc, la croissance doit se faire dans le respect de la nature et des hommes. Alors, où est-ce que la durabilité est atteinte ? Ici, vous avez trois cercles. Donc, la durabilité, c'est au moment où le social rencontre l'environnement. Ça va créer un monde plus vivable. Et ensuite, quand l'environnement rencontre l'économie, le système devient plus viable. Et lorsque l'économie rencontre le social, on obtient un traitement plus équitable. Donc, le durable sera atteint au milieu. Et là où les objectifs économiques, responsabilité sociale, sociétale et la préservation de l'environnement se rejoignent, donc le point un peu plus foncé au milieu. Et donc, le développement durable crée de la valeur, car il combine le respect de l'environnement, l'équité sociale et la réussite commerciale, évidemment. Par exemple,
Améliorer l'outil industriel pour consommer moins d'eau, par exemple, c'est bon pour l'environnement et évidemment le porte-monnaie. Recourir à l'éco-conception des produits et des emballages pour qu'ils n'utilisent que le nécessaire de matière, c'est économiser les matières, réduire le transport, être à l'écoute de ses salariés. C'est aussi leur permettre de mieux vivre au travail et de mieux vivre leurs compétences, etc. Donc, il y a ce côté vraiment écoute de son environnement de façon globale. Ensuite, la RSE. Où est-ce qu'arrive la RSE dans cette problématique? Donc, la RSE, on dit bien la RSE et pas le RSE, hein, comme on entend beaucoup. La RSE, c'est un acronyme pour dire responsabilité sociétale des entreprises. Et c'est l'application du développement durable dans ses fondements, de ses fondements à l'entreprise. C'est bien la slide suivante, hein, Mathieu. D'accord, ça marche, merci. La RSE s'intéresse à la capacité de l'entreprise à prendre en compte volontairement, j'insiste sur le volontairement, et ou juridiquement dans vraiment les enjeux sociétaux, environnementaux, économiques, éthiques, etc. Donc, pour terminer sur ce côté-là, vraiment la RSE, j'insiste encore, hein, c'est quelque chose de volontaire. Tout le monde nous dit, mais où est-ce qu'il s'est écrit? Où est-ce que je peux savoir? Est-ce que je suis obligée? Non, il n'y a pas d'obligation, c'est quelque chose de volontaire qui est vraiment une intégration qui est faite volontairement par les entreprises parce qu'il y a des préoccupations sociales, environnementales et dans leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes. Donc, la prise en compte de ces secteurs, de ces enjeux, doit vraiment s'inscrire dans les pratiques de l'entreprise. Elle permet vraiment d'orienter le business et les impacts que l'entreprise peut avoir à adopter, évidemment, et adopter des attitudes intelligentes et responsables. Et quand on est responsable, on écoute ses parties prenantes. On y reviendra juste après. Et donc, pour ne pas oublier, parce que j'ai dit que il n'y avait rien d'écrit, mais quand même, il y a quand même quelque chose d'écrit. Pour ne rien oublier, lorsqu'on se lance dans la RSE, on a l'Organisation internationale de normalisation. Alors, on ne sait pas ce que c'est, mais si, c'est ISO. Il y a bien un nom pour l'ISO. Donc, l'ISO a établi une norme qui s'appelle l'ISO 26000, qui, comme toute norme, elle n'est pas obligatoire non plus. Parce qu'elle n'a pas de texte réglementaire. Donc, en France, c'est l'AFNOR. Bon, voilà, ISO, c'est au niveau international. Donc, cette norme donne des lignes directrices qui permettent à la RSE et organisation de savoir vraiment, d'avoir un guide pour la démarche RSE. Et évidemment, les organisations peuvent savoir comment contribuer au développement durable. Donc, la feuille de route de ce référentiel, il est tourné autour de 7 questions centrales. Je vais les évoquer en donnant un petit peu ce que c'est. Donc, tout d'abord, la gouvernance. La gouvernance, c'est quoi? C'est la façon dont la société est gérée, le patron, les salariés, le mode de management, etc. Ensuite, on a les droits de l'homme qui protègent la dignité des êtres humains. On a ensuite les conditions de travail qui concernent les pratiques sociales de l'entreprise, le bien-être au travail, le dialogue social, etc. L'environnement, bien sûr, hein, parce que la RSE, ce n'est pas que l'environnement, mais il y a aussi évidemment l'environnement. C'est l'entreprise qui a forcément un impact sur l'environnement, quelle que soit sa taille. Hein, même une petite entreprise peut avoir un impact sur sa localisation et son activité. La loyauté des pratiques, c'est quoi? C'est vraiment le synonyme de l'éthique des affaires. L'éthique des affaires, ça comprend également toutes les valeurs de respect, d'intégrité, d'équité, d'honnêteté avec lesquelles on fait du business et aussi dans lesquelles on traite les gens. Ensuite, il y a les questions relatives aux consommateurs. Ce terme concerne la protection des données. Tout le monde a entendu parler de la protection des données, de la vie privée des consommateurs, RGPD. C'est ça. C'est vraiment la question relative aux consommateurs. On s'intéresse aux consommateurs. C'est aussi la consommation responsable, c'est aussi l'accès aux services essentiels, l'eau, le gaz, l'électricité, l'éducation, la sensibilisation, la relation client
et la satisfaction, évidemment. Et ensuite, pour terminer, c'est la communauté, le développement local. Donc, c'est quoi? C'est l'implication locale et territoriale de l'entreprise, l'insertion professionnelle. Comment l'entreprise est impliquée au niveau local, c'est-à-dire est-ce qu'elle est au sein d'une ville qui la valorise, quels sont le dialogue avec les mairies évidemment, et est-ce qu'elle est vraiment insérée pour que les gens puissent y venir facilement, etc. Donc il y a ça aussi qui est important et voilà, donc ces 7 points donnent vraiment le socle de l'action RSE. Alors, les parties prenantes, le concept de partie prenante, il est né dans les années 90 avec Edward Freeman, qui est un philosophe et universitaire américain, qui est toujours vivant, il a 71 ans aujourd'hui. Son travail, le travail qu'il a effectué sur les parties prenantes est venu en opposition au principe de Milton Friedman, on ne va pas confondre les deux, économiste américain qui lui est décédé en 2006 et qui est un prompt défenseur du capitalisme libéral que l'on connaît aujourd'hui, qui a été développé dans les années 80 aux États-Unis et dans bon nombre de pays par la suite. Et donc, ce capitalisme libéral, dont le fonctionnement est très simple, c'est l'entreprise génère un chiffre d'affaires qui bénéficie aux actionnaires. C'est très simple. Avec le concept des parties prenantes, Edward Friedman, il propose autre chose. Il propose que l'entreprise prenne en compte les avis de ces parties prenantes dont font partie les actionnaires, ils sont toujours là. Mais donc, on fait appel à eux pour élaborer la stratégie de développement de l'entreprise qui va générer le chiffre d'affaires. Donc, le chiffre d'affaires, il va profiter en partie aux actionnaires, ça ne change pas. Mais en tous les cas, ces derniers n'auront pas été les seuls à décider de la stratégie qui aura été mise en place par l'entreprise pour se développer. Et les impacts de l'entreprise sont donc mesurés. Donc, on voit bien que les 7 piliers de la RSE vont toucher et vont avoir des incidences sur différents acteurs de l'entreprise. Donc, on pose la question, le travail effectué par l'entreprise a-t-il des conséquences sur telle ou telle personne? Si la réponse est oui, on peut considérer que cette personne est une partie prenante. C'est assez simple. Du coup, ça va donner des parties prenantes en interne. Donc là, il va s'agir des collaborateurs. Alors, les actionnaires, on peut les mettre en interne, mais moi, j'ai plutôt tendance à les mettre en externe. Bon, là, sur le schéma, ils sont en interne, c'est pas très, très grave. Et donc, les représentants du personnel. Et en externe, donc là, on peut ajouter aux actionnaires les syndicats, je les mettrai aussi en externe, les clients, les fournisseurs, les collectivités territoriales, les associations et ONG qui peuvent faire pression, et tous les acteurs qui, de près ou de loin, sont impactés par l'activité de l'entreprise et les décisions que prend l'entreprise. Donc, l'idée, c'est pour notre démarche RSE, pour mettre en place notre stratégie, c'est d'aller chercher ceux qui vont donner le plus d'informations possible pour avoir cette photographie à un instant T sur l'activité de l'entreprise. Donc, sélectionner les plus influentes va être la chose la plus intéressante pour l'entrepreneur qui veut mettre en place cette stratégie de RSE. On peut passer à la slide suivante. Alors, pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça apporte à l'entreprise de prendre en compte, d'identifier et de prendre en compte les besoins et les attentes des parties prenantes? Donc, plusieurs raisons. D'abord, ça implique les personnes de l'écosystème de l'entreprise. Ça leur donne une importance légitime avec des effets bénéfiques, sentiment d'appartenance, de reconnaissance. Ça fédère et ça motive en interne. Donc, en interne, c'est très important. Les parties prenantes internes sont très importantes. Ça permet de vérifier l'équation entre ce que dit l'entreprise sur ce qu'elle fait et le ressenti des parties prenantes. Ça évite d'avoir une image faussée, par les impacts de l'activité de l'entreprise. Ça permet d'identifier ce qui est important pour les parties prenantes. Parfois, la direction n'a pas la même approche ou la même vision de son impact et de ses activités. Donc, ça permet de s'aligner avec la vision des parties prenantes. Ça permet d'identifier ce qu'on appelle les trous dans la raquette. Souvent, l'entreprise, effectivement, sans le savoir, fait déjà des choses en matière de RSE. Donc, interroger et analyser les besoins des parties prenantes, ça permet de sortir d'une vision trop globale du fonctionnement de l'entreprise et de ses impacts. Donc, on va pointer là ce qui ne va pas, mais aussi ce qui va.
Ça, c'est important. Et une fois qu'on a mis à jour ces manquements, ça permet de déterminer dans quelle direction on va orienter ses efforts pour améliorer là où l'entreprise est la moins performante. Et puis, ça permet aussi de hiérarchiser les actions à mettre en place. On combine les manquements relevés par les parties prenantes et leur niveau d'importance. Et plus votre partie prenante a une incidence forte sur le fonctionnement de votre entreprise, plus il faut être attentif, évidemment, à ses attentes. Et si jamais un audit a été déjà effectué au préalable auprès de l'entreprise, ça permet aussi de voir si les résultats de l'audit correspondent à la vision des parties prenantes. Voilà, donc on a vraiment une photographie précise de ce que l'on fait et ce qui est perçu. Je laisse la parole à France pour la suite. Alors, comment questionner maintenant vos parties prenantes? Maintenant que vous savez qui c'est. L'idée, c'est évidemment avec un questionnaire. Donc, on pose des questions qui portent vraiment sur la perception. Donc, le questionnaire, c'est environ une quarantaine de questions fermées qui peuvent amener une réponse telle que oui, non, une échelle de valeur sur tout à fait d'accord, pas du tout d'accord. Évidemment, avec 3-4 niveaux de progression, ça permet vraiment d'avoir une bonne perception des parties prenantes. Donc, des exemples de questions qu'on pourrait poser, c'est est-ce que la direction a clarifié ses engagements en matière de développement durable? Est-ce que cet engagement a structuré les décisions et l'entreprise et les projets? Est-ce que l'entreprise a mis en place une politique d'achat responsable? Ou est-ce qu'elle a mis en place un programme d'action pour préserver l'équilibre vie privée, vie professionnelle? Donc, on va aussi prévoir 3 questions ouvertes, bien sûr, après la question fermée, les questions ouvertes, pour faire émerger des propositions de solutions. Par exemple, quelles actions l'entreprise pourrait mettre en place pour améliorer l'impact social et environnemental. Donc, ce genre de questions-là, c'est important de bien les réfléchir en amont. Ensuite, par quels moyens? Évidemment, poser les questions. Alors, évidemment, ça peut être un questionnaire anonyme en ligne pour les collaborateurs. En général, on se rend compte que c'est 80% des collaborateurs qui répondent quand c'est anonyme. Et là, vous aurez une vision assez précise de l'interne. Il ne faut vraiment pas oublier, quand on pose des questions à ses collaborateurs, de leur avoir expliqué en amont. C'est important. La communication, ça va faire tout votre questionnaire. C'est leur expliquer en amont pourquoi est-ce qu'ils vont recevoir le questionnaire, les impliquer dans le processus, les remercier, les convier pour leur donner les résultats. Vous ne gardez pas les résultats dans votre coin. C'est important vraiment qu'ils comprennent et qu'ils participent à l'engagement. Ça ira plus vite, ce sera plus fluide. Et ils auront vraiment un sentiment de fierté et d'appartenance plus grand, d'avoir répondu. C'est grâce à eux que vous allez aussi pouvoir vous améliorer. Donc, vous aurez un plus grand nombre de réponses aussi s'ils comprennent. On peut utiliser aussi cette méthode pour les clients, les fournisseurs. En revanche, là, les taux ne sont pas hyper bons. C'est plutôt 30%, même si c'est quand même pas mal, 30%. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter également à leur expliquer que c'est grâce à vous que vous pourrez répondre à ces questions et que vous pourrez engager votre entreprise dans quelque chose de plus vertueux. Donc, plus on est transparent sur ce que vous allez faire, plus vous êtes transparent, moins ils vont chercher la petite bête. Et moins ils vont se dire que bon, vous faites ça et puis finalement, vous n'allez pas leur donner la réponse. Donc, vraiment, pas hésiter à communiquer sur vos points d'amélioration aussi. Et savoir sur quoi vous pouvez vous améliorer et avoir des choses sur lesquelles ils vont pouvoir vous aider à vous améliorer. Vous pouvez aussi faire des interviews, donc des dirigeants, plutôt sur les dirigeants, vous déplacer, faire des interviews des dirigeants. Vous aurez vraiment une approche plus macro, mais plus personnalisée. Et bien sûr, aussi des réunions de comités de parties prenantes. Ça, c'est hyper important. On m'a raconté là récemment que dans une entreprise, ils se demandaient si le télétravail s'était vraiment bien perçu. Et dans ces comités de parties prenantes, ils ont mis des collaborateurs et également les conjoints, les enfants des conjoints,
Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que un collaborateur qui travaille, bah, en fait, soit ses enfants, ils sont, ils ont leurs parents à la maison et puis ils sont pas forcément contents d'avoir leurs parents à la maison parce qu'ils peuvent pas leur parler. Ou alors, il y a les conjoints qui se disent que bon, ils prennent beaucoup de place, etc. Donc, ils ont pris vraiment la globalité du télétravail qui n'était pas juste le collaborateur qui avait envie ou pas envie. Donc ça, voilà, c'est important et c'était ce comité des parties prenantes qui était qui est fait dans les entreprises. Ça, c'est aussi réfléchir à aller à fond et au bout de la partie prenante et qui va être vraiment concerné par ma question. Donc, ça, vous aurez, une fois que vous aurez ça, vous aurez vraiment eu un impact, une photographie avec vraiment l'impact des attentes. Alors, une fois qu'on a fait notre petit questionnaire, qu'on a réuni toutes nos réponses, qu'est-ce qu'on en fait? D'abord, la personne en charge du projet RSE au sein de votre entreprise ou bien le consultant auquel vous aurez fait appel pour mettre en place votre démarche RSE, qu'est-ce qu'elle va faire de ces résultats? Elle va les trier et les hiérarchiser les solutions qui ont été proposées par les parties prenantes pour ensuite effectuer ce qu'on appelle une matrice de matérialité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? La matrice de matérialité, en fait, elle permet de visualiser rapidement les sujets cruciaux à la fois pour l'entreprise et pour les parties prenantes. Donc, on place, vous avez un petit exemple là, alors il est un petit peu petit sur la slide, mais vous avez l'exemple du groupe Bouygues, où on met donc en abscisse, donc en bas à l'horizontale, ce qui est important pour l'entreprise, et en ordonnée à la verticale, ce qui est important pour les parties prenantes. Alors, les sujets cruciaux, ils vont se retrouver dans le carré que l'on voit, le carré bleu, que l'on voit en haut à droite de la matrice. Et à l'intérieur même de ce carré, on peut, là encore, hiérarchiser les différentes attentes pour prévoir la temporalité, en fait, pour prévoir de les mettre en place dans le temps des actions. Je vais y arriver. Donc, de prévoir la temporalité pour les mettre en place. Lesquelles sont les plus urgentes. Donc, on peut mettre une façon de les mesurer, en plus. C'est-à-dire qu'on peut faire des pastilles un peu plus grosses si on voit que c'est quelque chose qui est plus urgent à faire, par exemple. Et donc, comme l'évoquait tout à l'heure France, effectivement, une fois qu'on a fait notre matrice de matérialité, voilà, on va pouvoir commencer à voir vers où on veut aller. Et ce qui est important, donc, c'est de faire un retour précis aux parties prenantes. Donc, en interne, on communique, par exemple, au moment où on lance sa démarche RSE. Et dans la stratégie, les parties prenantes internes pourront voir que certains sujets qu'ils avaient évoqués ont été repris. Et en externe, on communique sur les sujets donc, qui ont été retenus comme objectif d'amélioration dans la stratégie. Et comme ça, on montre le souhait de l'entreprise de prendre en compte les attentes des parties prenantes. Ça les valorise encore une fois. Et ça a donc des effets positifs. Ça fidélise les clients et les fournisseurs et ça motive donc en interne. Et pour la collectivité locale, ça peut montrer le souhait d'amélioration de l'entreprise sur son territoire. Alors, comment on communique sur ces retours, sur ces stratégies? Ça peut être sous forme de réunion de restitution, ça concernera plutôt en interne, ou bien on peut faire un rapport que l'on peut envoyer à nos parties prenantes. On peut passer à la suivante. Alors, vous, de qui êtes-vous la partie prenante? Si vous êtes une entreprise, vous avez aussi vos fournisseurs et vos clients. Certains peuvent vous interroger. Et interroger ces parties prenantes, ça peut faire effet boule de neige. Ça, on s'est rendu compte que quand une entreprise interroge ses parties prenantes, et donc elle explique que c'est dans le cadre d'un souhait de mettre en place une démarche RSE, la partie prenante peut, elle, se dire « Ah tiens, mais c'est vrai, c'est pas une mauvaise idée, moi aussi, je pourrais peut-être faire quelque chose », et ça peut faire boule de neige. Et donc, on essaime ainsi les bonnes pratiques autour de soi. Et on voit bien qu'en RSE, c'est une étape importante qui peut aussi avoir d'autres effets positifs sur l'écosystème de l'entreprise. Ça marche. Merci beaucoup, mesdames, pour cette présentation très intéressante. Avant de passer à quelques questions et retours, un petit mot à présent sur Fertilidé et sur notre offre de services.
Alors tout d'abord, dans la brique de sensibilisation, nous proposons l'animation de fresques, par exemple la fresque du climat, pour ne citer qu'elle, et d'ateliers de sensibilisation, ainsi que des ateliers de conception interne, comme Déraciné des fermes, qui, comme son nom l'indique, consiste à amener des salariés d'entreprise ou des indépendants sur une ferme, en bio ou en transition, pour découvrir le métier, recréer du lien avec nos producteurs agricoles et découvrir en fait le métier, ses enjeux, avec la présence d'un agronome et de bonnes choses à déguster sur place. On organise aussi des webinaires et des conférences. On a une offre également de formation, pour l'instant sur mesure, sur une diversité de sujets, et on essaie d'accompagner sur la RSE globalement, mais aussi sur d'autres fonctions de l'entreprise. Citons par exemple la communication responsable, le numérique responsable, pour accompagner l'ensemble des fonctions de l'entreprise dans leur démarche de transition. Et je précise bien entendu que France et Caroline, que vous avez écoutées aujourd'hui, sont à votre disposition pour des missions autour des parties prenantes et au-delà sur votre démarche RSE. Et donc, à présent, Caroline, France, est-ce que nous avons éventuellement des questions, sachant qu'il n'y a pas de questions interdites, comme l'indique le slide. Si nous n'en avons pas, je pourrais en soumettre une ou deux, le cas échéant. Est-ce que vous voyez quelque chose dans le... Parmi les participants, est-ce qu'il y a des questions déjà? Pas de questions, n'hésitez pas dans le chat si vous le souhaitez à taper votre question ou votre remarque. Et pour lancer les choses, peut-être une petite question, je me permets, comment pondérer en fait un peu le poids des différentes parties prenantes dans le cadre d'une matrice de matérialité, par exemple? Est-ce que vous avez des suggestions, bonnes pratiques à ce niveau-là? Comment choisir, par exemple, le poids des salariés en relation à celui des syndicats ou des actionnaires? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques à ce niveau-là? Bonne pratique, je ne sais pas, mais de toute façon, le poids en interne, il est sur une abscisse, enfin, il est sur la partie horizontale de la matrice. Donc c'est assez, les parties prenantes externes étant à la verticale. Okay. Finalement, ça se pondère, naturellement. C'est un sujet qui revient très souvent au niveau en interne. Ben voilà, il va se situer un peu plus à droite de la ligne. Et si ça se retrouve également sur la partie prenante, c'est là où le curseur il monte en fait. Donc ça se fait comme ça en fait. La matrice de matérialité, c'est vraiment interne, externe. Ok, ouais, très bien. Je peux poser d'autres questions, mais sur l'importance des parties prenantes externes, là c'est effectivement à l'entreprise de voir un petit peu quel niveau d'importance à cette partie prenante sur son activité. On a 4 niveaux, niveau 1, 2, 3, 4, sachant qu'au niveau 1, l'importance de la partie prenante peut avoir un effet sur la gestion quotidienne de l'entreprise. Et on monte en crescendo en arrivant au niveau 4, où là, cette partie prenante pourrait faire mourir totalement l'entreprise. Donc, effectivement, ça donne un niveau d'importance aussi de l'entreprise, de la partie prenante externe. Très bien, super. Est-ce que nous avons des questions éventuelles des participants? Sur le fait que la RSE est obligatoire en France, non, elle n'est pas obligatoire en France. Ce que je disais au début, c'est qu'effectivement, il n'y a pas d'obligation. En revanche, il y a un certain nombre de guides. Maintenant, les entreprises vont être de plus en plus obligées. Elles sont obligées par les différentes lois qui vont tomber en fonction de leur chiffre d'affaires, etc. Il y a la CSRD, il y a c'est quelque chose qui a été beaucoup traité là sur le dernier salon ProDurable. Je vous invite à regarder les replays les conférences. Les conférences sur la CSRD, etc. En fait, les entreprises vont vraiment devoir, à un moment donné, se conformer à des règles.
Donc non, la RSE en tant que telle, elle n'est pas obligatoire. En revanche, il y a un certain nombre de règles et de choses qu'ils vont devoir faire, comme l'obligation de faire un bilan carbone, des choses comme ça. Donc oui et non. La RSE, non. La RSE, c'est vraiment un guide et ce qui permet de s'engager sur un chemin pour alléger son impact. Mais non, c'est pas obligatoire. Il y avait... Juste oh là là, mais c'est pas possible. Compléter peut-être. En fait, il y a des obligations déclaratives aujourd'hui pour les grands groupes, notamment donc plus de 500 employés et des chiffres d'affaires au-dessus de 40 millions, je crois, et un bilan net 20 millions si l'entreprise est cotée. Si elle n'est pas cotée, c'est un chiffre d'affaires plus important, je crois que c'est 100 millions. Donc là, ils ont des obligations déclaratives, dont la DPEF qui est remplacée en 2024 par la CSRD. Et donc ces obligations déclaratives prennent en compte l'impact notamment environnemental, les impacts notamment environnementaux de l'entreprise, mais ça s'arrête là. Et ce qu'on sait, c'est que la CSRD, elle va se durcir et on est un petit peu en entonnoir. Pour l'instant, ça touche les grands groupes, mais plus ça va aller, plus ça va toucher les entreprises de taille moindre. D'où l'intérêt, quand on est une PME aujourd'hui, de se poser déjà cette question de démarche RSE, de démarrer quelque chose, même si on fait des petites choses, mais au moins le jour où la législation elle nous tombe sur le coin du nez, ben on est déjà prêt, on a déjà fait des choses et on sait déjà comment ça marche et on sait déjà quel objectif on s'est fixé. Donc c'est pas obligatoire, mais ça risque de le devenir un petit peu, ça risque de le devenir à terme. Et l'ISO 26000, qui est donc un référentiel et pas une certification, on connaît des référentiels dans le passé. Alors j'ai pas d'exemple précis, mais je sais qu'il y a des référentiels dans d'autres domaines qui étaient des référentiels au départ et qui sont devenus, qui sont passés en ce qu'on appelle les hard law, qui sont passés en hard law par la suite. Donc si l'ISO 26000 on légifère là-dessus, ben là il faudra vraiment s'y mettre. Hard law, juste pour clarifier, ça rentre dans le droit commun, c'est ça, hein? En fait, la hard law, c'est tout ce qui est la loi, tout ce qui est législation et donc nécessite une obligation. La soft law étant voilà, un référentiel sur lequel on peut s'appuyer. Très bien, super. Merci pour ça. Est-ce qu'on aurait d'autres questions? Sur le choix des parties prenantes, il n'y a pas de choix des parties prenantes. Hein. C'est pas les parties prenantes de son entreprise. Quelles sont-elles? Donc, si j'ai une entreprise, est-ce que je fais des achats? Dans ce cas-là, c'est mes parties prenantes. Quels sont mes fournisseurs? Quels sont mes collaborateurs? Quel est tout l'écosystème de façon assez profonde quel est mon écosystème de façon profonde. Donc, il n'y a pas de choix, il n'y a pas d'organisme extérieur qui édicte quelles sont les parties prenantes. Il faut juste, soit les connaître, soit faire en sorte de faire des questionnaires pour mieux les connaître. Et comme je disais tout à l'heure, de les hiérarchiser si jamais on sait qu'on a une partie prenante qui peut faire mourir notre société si jamais on ne répond pas à ses attentes. Là, on sait que celle-ci, on va l'écouter plus, mais c'est vraiment à l'entreprise, comme tu dis, France, de déterminer ça. Et de même, il n'y a pas de dispositif qui permette à une partie prenante de réclamer son intégration dans une démarche RSE. En fait, la partie prenante, c'est au choix de l'entreprise qui met en place sa démarche RSE de dire tiens, je vais écouter mes parties prenantes. Donc, interroger les parties prenantes, c'est absolument indispensable pour démarrer une démarche RSE. On ne peut pas faire ça, en fait. C'est même la base quasiment de la démarche RSE. C'est de se dire, c'est pas de faire son truc tout seul dans son coin, c'est de se dire avec qui je travaille et comment je travaille mieux et comment je travaille mieux avec cet écosystème de l'entreprise. Parfait. Est-ce qu'on prend une dernière question peut-être? Est-ce que, avant de clôturer notre webinaire, est-ce que vous avez une dernière question éventuellement qui a été soumise? Sinon, j'ai une petite question peut-être toute bête, un peu biodiversité. Est-ce qu'on prend en compte la partie prenante, la nature, la biodiversité? Est-ce que ça arrive, ce genre de choses? Un peu un clin d'œil peut-être, mais... Oui. Enfin, en tous les cas, moi, je sais que dans mes présentations, je la mets toujours présente, la nature comme partie prenante.
C'est vraiment quelque chose qui va. On parle de l'empreinte locale, hein, donc évidemment l'empreinte locale, c'est est-ce que pour m'implanter et pour construire mes bâtiments, j'ai détruit des arbres? Si oui, comment et pourquoi? Et est-ce que je me suis vraiment intéressée à ça? Il y a ça, évidemment, c'est la partie prenante de l'empreinte locale, par exemple. Et si après, si j'ai des fumées qui sortent de mon bâtiment, est-ce qu'elles sont toxiques, pas toxiques, et du coup, pas que pour les humains, évidemment, pour le vivant. Ouais, c'est vraiment sur l'impact environnemental, en fait. La nature, on l'intègre là-dedans. Et en fait, c'est marrant parce que je discutais avec quelqu'un il y a 2 jours là, qui disait qu'un chef d'entreprise qui monte un partenariat avec la LPO, qui va venir donc au sein de l'entreprise dans le cadre de sa démarche RSE, pour voir ce qu'ils peuvent faire sur le site même de l'entreprise pour aménager des choses pour que les oiseaux reviennent ou soient plus nombreux sur le site. Excellent. Parfait. Eh bien, voilà. Est-ce que vous avez d'autres retours, questions parmi les participants? J'en profite pour remercier à nouveau nos 2 expertes, Caroline Resmond et France Souquès. Voilà, je réceptionne, je prends toutes vos questions, remarques, interrogations et les transmettrai avec grand plaisir à Caroline et à France, si vous souhaitez naturellement échanger plus en avant avec nous, à titre informel ou bien sûr pour une mission au sein de votre organisation. Nous sommes à votre entière disposition. Merci beaucoup à nouveau, Caroline et France. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.